Je vous remercie à toutes et à tous d'être présents, à la fois dans l'amphi 206 du campus de la Gaillarde, mais également en visio, et pour celles et ceux qui nous suivent. Donc, cette conférence, le vélo mieux qu'un sport, un transport. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette semaine de la mobilité, qui a été organisée à travers un comité de pilotage dans lequel étaient représentés les 4 établissements organisateurs, INRAE, IRD, CIRAD et l'Institut Agro de Montpellier, ainsi que INVD, Innovation Véhicule Loup, qui nous a assistés et nous a fortement épaulés dans l'organisation de cette semaine, semaine de la mobilité. Je tiens aussi également à remercier Françoise Garcia qui m'a appuyé et qui m'appuie encore dans l'organisation de cette semaine. Cet après-midi, vous avez pu assister à de nombreux stands et donc merci à toutes les personnes qui étaient présentes lors de ces stands. Donc cette conférence, le vélo mieux qu'un sport, un transport, va vous être présentée par Florence Galtier, ici présente, et également Charles Dassonville. Donc je vais commencer par présenter Florence Galtier. Docteur Florence Galtier, donc vous êtes endocrinologue à l'hôpital La Péronie à Montpellier. Vous êtes médecin fédéral d'une fédération sportive et une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qu'on appelle l'ANSES, en 2022, indiquait que 95% de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de sa santé par manque d'activité physique ou à un temps trop long passé assis. Et donc, promouvoir des modes de vie favorables à la pratique d'activité physique et à la lutte contre la sédentarité doit constituer une priorité des pouvoirs publics selon l'ANSES. Et le professeur Irène Margartiris, qui est chef de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition de l'ANSES, indiquait que c'est l'organisation même de nos modes de vie qui est à revoir. Que ça soit dans l'espace public, en laissant davantage de place aux mobilités actives comme le vélo ou la marche, ou sur le lieu de travail en favorisant la pratique sportive et en limitant le temps de sédentarité, ou encore dans les systèmes scolaires en augmentant le temps et l'espace dédié aux activités physiques et sportives. Ainsi, du coup, Florence Galtier, docteur, vous allez nous présenter la façon dont la sédentarité est un problème de santé publique et la façon dont l'activité physique peut lutter contre cette sédentarité en faisant un focus, quand vous le pourrez, sur le rôle des mobilités actives. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, les présents dans la salle et puis ceux qui sont à distance. Donc effectivement, on m'a demandé de vous parler des bénéfices sur la santé de la non-sédentarité. Dans un premier temps, quelques définitions pour savoir de quoi on parle, parce qu'on parle d'activité physique dans le langage courant, mais il faut savoir qu'il y a une définition officielle. Et l'activité physique, en fait, c'est tout mouvement corporel qui est produit par la contraction des muscles squelettiques et qui va entraîner une augmentation de la dépense énergétique par rapport à la dépense énergétique de repos. Donc, en fait, en cours d'activité physique, on va augmenter ces dépenses énergétiques et d'une façon qui va varier selon l'intensité et le type de l'activité. Et cette activité physique, elle va s'opposer à l'inactivité physique, l'inactivité qui est en fait définie par un niveau insuffisant d'activité physique d'intensité modérée ou plus. Donc ça, ce sont les définitions qui sont utilisées, par exemple, dans ce que vous expliquez, le rapport de l'ANSES. En fait, on va parler d'inactivité quand une personne, c'est pas qu'elle a zéro activité, mais qu'elle n'en a pas assez. Et on considère qu'en avoir assez, c'est avoir au moins 30 minutes par jour, 5 jours sur 7 d'activité physique au moins modérée. Et donc, cette inactivité physique, c'est à différencier de ce qu'on va appeler la sédentarité. Et la sédentarité, c'est en fait un état où on a une dépense énergétique faible, donc qui est inférieure à 1,6 mètres. Donc, le rapport entre la dépense énergétique qu'on a et la dépense de repos. Donc, c'est en position assise ou allongée, en dehors du sommeil. Donc, on considère normal, en fait, qu'il y ait un temps de sommeil pour la santé, c'est important. Mais quand on ne dort pas, on considère qu'on est sédentaire si on n'a pas une activité physique qui nous augmente de 1,6, en fait, notre dépense énergétique de repos. Donc, ce sont 3 notions, en fait, qui sont différentes. Et inactivité physique et sédentarité, c'est pas complètement interchangeable. Voilà, donc, pour en revenir aux différents types d'activités physiques, différents niveaux d'activité physique,
comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est le rapport entre la dépense énergétique lors de la tâche considérée sur la dépense de repos. Et donc, c'est ce rapport, en fait, qui va constituer l'unité du mètre, qui est l'équivalent métabolique. Alors, je vais vous présenter justement les différentes activités, comme ça vous allez voir dans vos loisirs et vos déplacements et votre travail où est-ce que vous pouvez vous situer. Donc, ce qu'on va appeler les activités sédentaires, c'est quand ce rapport est inférieur à 1,6. C'est par exemple regarder la télévision, écrire, dessiner. Dans les activités domestiques, des activités qui ont peu de dépenses énergétiques comme le tricot ou la couture. Et les déplacements, ça sera voiture ou bus. Ensuite, ce qui est de faible intensité. Donc, faible intensité, on va jusqu'à 3 mètres. Donc là, on a un peu plus d'activité. Promenade, donc une marche à un rythme lent. Jouer assis, jouer d'un instrument de musique. En activité domestique, cuisiner, ranger. Et donc, dans les déplacements, trottinette électrique ou marche lente, sont considérés comme étant de faible intensité. Et on passe ensuite aux activités qui sont d'intensité au moins modérée. Donc, ce sont celles dont il est recommandé qu'on ait au moins 30 minutes par jour, 5 jours sur 7. Donc, je ne vais pas toutes les détailler, mais vous voyez qu'on va rentrer dans la plupart des sports, en fait. Pour ce qui est des déplacements, la marche rapide, monter des escaliers. Ensuite, dans l'intensité élevée, on arrive au vélo. Pour ce qui est des activités sportives, c'est la course à pied, les arts martiaux, le tennis, le football. Et on passe aux activités domestiques un petit peu plus intenses, comme pelleter de la neige, ça ne nous concerne pas trop, mais enfin voilà, c'est cité. Et puis l'intensité très élevée, qu'on ne peut pas maintenir en général très longtemps. Vous voyez, dans les sports, c'est sauter à la corde, le squash, le hand, le water polo. Donc des activités qui ont vraiment des dépenses fortes, mais du coup sur des temps bien sûr qui vont être plus courts. Et puis le vélo, dans les déplacements, c'est le vélo en montagne, et là encore, ici on n'est pas très concerné. Donc voilà un petit peu comment on peut classer toutes ces activités. Donc des mesures sont faites. Alors évidemment, tout ça, c'est bien sûr, c'est un petit peu arbitraire ce classement. La marche, on voit qu'elle est à différents endroits. Tout dépend de comment on la pratique aussi, mais globalement, on peut s'y retrouver. Donc voilà les différents niveaux. Et alors ce qu'on peut voir, c'est que l'activité physique moyenne en France, eh bien, elle a largement diminué au cours des siècles. Et là, on se rend compte que par rapport aux années ici, entre 1800 et 1900, la mécanisation de la plupart des tâches et des déplacements a entraîné une baisse considérable des niveaux moyens d'activité physique. Et on se retrouve dans une zone où on est quand même bien plus bas que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc ça, c'est globalement en France. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que toutes les classes d'âge sont concernées. Donc ça, c'est un rapport qui a été publié sur la situation en 2014-2016 en France, où la population était séparée en fait par sexe, voilà, hommes et femmes, et donc par tranche d'âge. Donc là, en fait, ce qu'on regarde, c'est justement les deux indicateurs, c'est-à-dire quel est le pourcentage de population qui atteint les recommandations d'activité physique, donc ces fameuses 30 minutes, 5 jours sur 7. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que les hommes les atteignent plus souvent que les femmes. C'est à peu près un peu plus de 2/3 des hommes et un peu plus de la moitié des femmes en moyenne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas tellement différent selon les classes d'âge, en fait. Et ensuite, le deuxième indicateur qui est la sédentarité, alors là, c'est mesuré par un indicateur qui est le temps d'écran supérieur à 3 heures par jour. Il n'y a pas un indicateur unique en fait de sédentarité parce qu'on a du mal à mesurer le temps global d'une personne quand elle ne bouge pas. Et là, en fait, dans les deux sexes, c'est pareil, c'est-à-dire que 80% des personnes interrogées avaient un temps d'écran supérieur à 3 heures par jour. Donc, tout le monde est potentiellement concerné par cette problématique. Alors, les mécanismes des effets nocifs de la sédentarité, ils constituent ce qu'on appelle le sitting disease. Donc, en sachant que justement, on a de plus en plus des travaux qui imposent que les gens soient assis devant un bureau, devant un ordinateur. Et en fait, on se rend compte que ça entraîne de nombreuses pathologies et qui sont représentées là. Alors, ça touche vraiment tout. Alors, les articulations, bien sûr, être assis tout le temps, c'est pas très bon pour les articulations, on le comprend. Des douleurs des genoux, des contractures des muscles fléchisseurs des hanches qui s'appellent les psoas. Une mauvaise circulation, ça limite le retour veineux.
Ça entraîne des troubles de la statique dorso-lombaire, ça gêne la respiration, ça entraîne une résistance à l'insuline parce qu'il y a une dysfonction musculaire, un risque cardiaque et la conséquence de ça. Donc, et puis, on a mis aussi sur cette diapo un ralentissement cérébral. Alors, ça dépend quelle tâche on effectue aussi, parce que des fois, on est très, très concentré. Mais c'est vrai qu'on est focalisé sur une tâche et globalement, en fait, on parle de ralentissement cérébral aussi parce qu'il n'y a pas d'attention à un environnement et ça induit un certain nombre de modifications dans le fonctionnement cérébral. On aurait pu ajouter d'ailleurs là-dessus la myopie, dont la fréquence augmente, justement parce qu'on regarde beaucoup plus souvent des distances courtes. Et donc, les risques liés à tous ces mécanismes en fait, qu'on vient de voir, ils sont très nombreux. Et donc, on considère que la sédentarité est associée à différents types de pathologies, donc hypertension artérielle et maladies cardiovasculaires, surpoids et obésité, qui sont en lien avec l'élévation du cholestérol, le diabète de type 2, mais également l'ostéoporose, les cancers et les états dépressifs. Donc, de nombreuses pathologies potentiellement sont la conséquence de la sédentarité. Je vais en détailler quelques-unes, pas toutes, hein, sur les diapos suivantes. Alors, le diabète de type 2, c'était inévitable que je vous en parle, étant donné que c'est ma spécialité, et que c'est en plus une des pathologies sur lesquelles on a, je dirais, le plus fort niveau de preuve, à la fois des risques liés à l'absence d'activité et de l'intérêt de l'activité physique. Et donc, sur cette diapo, je vous représente simplement différentes études qui montrent le risque de diabète diminue avec l'augmentation de l'activité physique moyenne. Donc là, ce qui est l'unité considérée, c'est des équivalents mètres heures par semaine. Et on voit que plus les gens sont actifs, mesurés par cette activité globale, en fait, qui combine toutes leurs activités physiques, et moins ils ont un risque de diabète par comparaison à des personnes ici qui n'ont pas d'activité physique. Le diabète de type 2, je parle, hein, le diabète de type 1, qui est le diabète insulinodépendant des jeunes, a des facteurs complètement différents, c'est une maladie autonome. Donc le diabète, c'est assez connu. Peut-être quelque chose d'un peu moins connu, c'est le risque de cancer. On n'imagine pas forcément que les personnes, la sédentarité est associée à un risque plus élevé de cancer. Alors, c'est pas tous les cancers. Donc ça, c'est une grande étude qui a été faite aux États-Unis sur en fait une population de 1,4 million d'adultes. Ils ont regardé l'incidence de tous ces cancers ici, donc c'est vraiment les plus fréquents, et l'association avec le niveau d'activité physique. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type de représentation. En fait, on regarde le risque relatif. En fait, ici, la ligne pointillée correspond à un risque relatif de 1, c'est-à-dire que si on a un risque qui se situe sur cette ligne, il n'y a pas de différence entre les personnes qui ont une activité physique élevée et celles qui ont une activité physique faible. Si le point est de ce côté, ça favorise l'activité physique, c'est-à-dire que les personnes qui ont une activité physique ont moins de ce type de cancer. Et s'il est de ce côté, ça veut dire que les personnes qui ont une activité physique. Alors, du côté gauche de la ligne pointillée, c'est l'activité physique prévient le risque. Et du côté droit, c'est l'activité physique qui est associée à une augmentation du risque. Donc, je suis embêtée de ne pas pouvoir en montrer. Donc, en fait, tout en haut, par exemple, il y a le cancer de l'œsophage, le cancer de la vésicule biliaire, le cancer du foie, le cancer du rein, les cancers digestifs. Et on voit que pour tous ces cancers, en fait, on a le risque se situe plus bas que 1. Ça veut dire qu'en fait, l'activité physique est associée à un moindre risque de ces cancers. Et finalement, le seul cancer qui est lié à une activité physique plus élevée, c'est le mélanome malin. Et on sait très bien que le mélanome est associé à l'exposition solaire, donc c'est probablement un biais. Pas l'activité physique en elle-même, mais les conditions de pratique, le fait d'être en extérieur sans protection entraîne bien sûr un risque plus élevé de mélanome, surtout dans des populations en fait qui ont une peau fragile et notamment les populations anglo-saxonnes. Autre pathologie dont on ne sait pas forcément qu'elle est liée à l'activité physique, la maladie d'Alzheimer. Et là, vous voyez, c'est le même type de représentation, donc avec la ligne pointillée au milieu qui représente
une équivalence entre les personnes qui pratiquent une activité physique et celles qui n'en pratiquent pas. Et on voit que alors là, pour le coup, c'est une seule maladie, mais différentes études sur la même maladie. Et on voit que la plupart des études sont concordantes et montrent un risque qui est à la gauche de cette fameuse ligne. Donc, en fait, les personnes qui pratiquent une activité physique se voient diagnostiquer moins souvent une maladie d'Alzheimer que celles qui n'en pratiquent pas. Et tout ça se traduit aussi par un effet mesurable sur la mortalité globale. Donc ça, bon, il y a beaucoup d'études là-dessus. Alors j'ai choisi celle-là parce que je trouvais que c'était intéressant parce que les personnes ont été réparties en 4 catégories. Donc des gens qui ont été constamment sédentaires pendant la totalité du suivi, donc de l'étude, une dizaine d'années. Des gens qui ont été constamment non sédentaires, donc ça c'est la courbe pleine en fait. Les sédentaires constants, c'est la courbe qui est en bas, qui est le plus grisé. Et les 2 courbes intermédiaires, c'est des gens qui sont nouvellement sédentaires, c'est-à-dire qu'ils étaient en activité au début puis sont devenus plus sédentaires. Et inversement, les anciennement sédentaires. Donc, vous avez la légende qui est en bas. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les gens qui sont constamment non sédentaires, c'est eux qui ont la meilleure survie puisque leur courbe est située au-dessus des autres. Donc, à chaque moment en fait du suivi, leur survie, il y a plus de personnes qui ont survécu, voilà, dans ce groupe-là. Et ceux qui sont en fait anciennement sédentaires et qui ont commencé une activité physique, en fait, on voit que leur survie est devenue intermédiaire. Donc, ça va dans le sens d'un effet de l'activité physique sur la mortalité globale. Alors, une question qu'on peut se poser aussi, c'est quand on parle d'activité physique, est-ce qu'il faut qu'elle soit intense pour qu'on observe des différences significatives? C'est-à-dire, en gros, si on veut se dire je vais pratiquer une activité physique pour aller mieux, est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que c'est possible dans la vie qu'on mène avec les contraintes horaires qu'on a? Est-ce qu'il faut y pratiquer 20 heures par semaine ou pas? Parce que si c'est ça, on peut être d'emblée découragé en se disant qu'on va jamais y arriver. Eh bien, heureusement, non. En fait, on va observer des différences significatives, même pour des augmentations relativement gérables, je pense, dans nos modes de vie, en fait, d'activité physique. Et par exemple, si on regarde les personnes qui ont des activités de faible intensité, donc inférieures à 3 mètres, si on considère que ceux qui ont 3 heures par jour, c'est des gens qui sont peu actifs, si on rajoute simplement 1 heure de plus, eh ben, c'est associé à une réduction de la mortalité de 21%. Donc, ce qui est quand même tout à fait significatif. Et au-delà, en fait, il y a peu de bénéfices supplémentaires. On arrive à 23%. Et pareil pour les activités modérées à intenses, comparativement aux personnes qui atteignent juste les seuils d'activité physique de 30 minutes par jour, 5 jours sur 7, si on pratique 1 heure par jour au lieu de 30 minutes par jour, c'est associé à un risque de décès qui est réduit de 47%. Donc, on n'a pas forcément besoin de se dire qu'il faut vraiment faire que ça dans sa vie pour réduire son risque. Et ça, on le voit bien aussi sur cette courbe où on voit l'espérance de vie en fonction du temps de marche rapide. Et on voit qu'en fait, il y a une augmentation assez rapide de la courbe. Et puis, pour des temps plus élevés de marche, en fait, des augmentations de vie gagnée se voient, mais sont moins importantes. Et par exemple, là, les personnes qui marchent 200 minutes par semaine ont plus de 3 ans de plus d'espérance de vie que celles qui ne le font pas. Donc voilà, on est quand même sur des niveaux qui sont raisonnables en temps et on peut se dire qu'on peut quand même essayer de le faire pour s'améliorer. Alors c'est justement la question, si on diminue sa sédentarité, est-ce que notre santé va s'améliorer? Parce que là, je vous ai montré des études qui associaient sédentarité avec pathologie, mais quelle est la cause et quelle est la conséquence? C'est-à-dire, on comprend bien, intuitivement, on se dit effectivement, l'activité physique, ça fait du bien, donc c'est logique qu'il y ait moins de pathologie. Mais on peut se dire aussi, les gens qui ont des pathologies ne peuvent pas pratiquer une activité physique. Et du coup, très probablement, dans les associations qu'on observe, dans les études d'observation, il y a un petit peu des deux quand même. Alors, les statisticiens essayent de corriger, bien sûr, mais on ne peut pas tout corriger. Alors, les bénéfices de l'activité physique, on a pu démontrer quand même que l'activité physique améliorait de nombreux paramètres. Ça, c'est très clair. Donc, ça diminue la masse grasse, ça maintient la masse musculaire, ça maintient le capital osseux et ça procure une détente, une sensation de bien-être, bon, qui dépend des gens, certes, mais globalement, qui est souvent relevée. Et ça a pu être démontré très clairement parce que c'est des études assez courtes, en fait,
Il n'y a pas besoin de grand nombre de sujets pour le voir et c'est bien établi. Mais par contre, sur le long terme, en fait, des études qui ont cherché à prévenir les grandes maladies par l'activité physique, c'est-à-dire on prend 2 groupes de personnes, certains on les met à l'activité, d'autres on les met pas, et on regarde ce qui se passe après en termes de survenue de diabète, de cancer ou de mortalité, en fait, on montrait peu de résultats concluants, sauf pour le diabète. Et donc, je vais vous montrer les résultats pour le diabète. Donc, vous avez, ça c'est la première étude en fait qui était sortie là-dessus et qui montre très clairement donc ces 3 groupes de patients qui ont été au départ, on leur a attribué 3 interventions. Donc, ceux qui sont en rouge, l'intervention placebo, c'est-à-dire ils avaient rien. Ensuite, le groupe bleu, ils avaient un médicament antidiabétique et le groupe vert, ils n'avaient pas de médicament, mais une intervention sur leur mode de vie avec une activité physique associée à un régime équilibré. Il y avait quand même les deux, il n'y avait pas que l'activité physique. Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'au cours des 15 ans de suivi, le groupe de participants, ils étaient strictement comparables au départ, c'était les mêmes, qui ont eu une activité physique et un régime équilibré pendant les 5 premières années de l'étude, en fait, ont eu en permanence une réduction du risque de diabète de type 2 incident. Donc là, c'est très clairement une démonstration et qui plus est, ça a été reproduit dans d'autres études après. Donc, il y a un assez bon niveau de preuve sur le fait qu'une activité physique régulière associée à une alimentation équilibrée prévient le diabète de type 2. Par contre, on n'a pas réussi à avoir les mêmes données sur, par exemple, le risque fracturaire. Et alors qu'on sait que l'activité maintient le capital osseux, ben, on n'a pas pu montrer de façon très claire que l'activité physique est associée à de moindres fractures. Alors, vous voyez, il y a des études qui sont en fait discordantes. C'est toujours le même principe avec la fameuse barre et ce qui est d'un côté ou de l'autre. Ben, finalement, il y avait initialement des études qui donnaient l'impression que l'exercice prévenir le risque de fracture, mais les 2 dernières études, qui sont les 2 plus importantes et les 2 mieux faites, sont beaucoup moins probantes. Et est-ce que c'est qu'elles ne sont pas assez longues? Est-ce que c'est qu'il n'y a pas assez de patients? C'est difficile à dire, mais en tout cas, on n'a pas pu le prouver. Et c'est la même chose pour les maladies cardiovasculaires et la mortalité globale. Donc, au total, ben, tout dépend si on veut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut se dire que l'activité physique, si on est du côté du verre plein, optimiste, prévient le diabète et c'est déjà pas mal et améliore de nombreux paramètres physiologiques. Si on n'a pas trop envie de se bouger, on va dire ouais, tant pis, on n'est pas certain des bénéfices sur un certain nombre de choses et comme ça, tout le monde peut prendre ce qu'il veut dans ce sens. Alors, pour être plus pratique, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un travail de bureau? Parce que c'est vrai que c'est quand même pas facile, on passe de nombreuses heures devant un ordinateur, hein, tous. Donc, enfin, peut-être pas tous, mais certains. Donc, comment faire? Donc, une des possibilités, c'est ce qu'on appelle les mobilités actives, hein, se garer plus loin et marcher, ou venir à vélo ou à pied. D'autres possibilités qui ont fait l'objet d'études en entreprise, comme essayer de se déplacer pour faire une photocopie, pour parler à un collègue au lieu d'envoyer un mail. C'est plus sympa. Se déplacer à la pause déjeuner. Il faut savoir que les temps s'additionnent, c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire forcément son activité physique sur 1 heure d'affilée. On peut très bien se dire qu'on va faire 10-15 minutes par-ci, par-là et considérer tout ça. On peut aussi ne pas rester sur une chaise, mais prendre cette espèce de grosse boule qu'on appelle des Swiss balls qui oblige à bouger en permanence alors qu'on est assis. Faire des étirements toutes les heures et profiter des activités physiques qui sont organisées sur le site. Et donc, j'en profite pour vous dire que nous avons un club qui s'appelle Aikido Agro et et dont l'enseignant essaie d'éviter la sédentarité chez les pratiquants de façon assez intense pendant 1h30, 2 fois par semaine. Donc, on arrive à son niveau de maître très facile. Alors, sur les mobilités actives, il est sorti récemment une grande étude britannique sur 260 000 personnes qui ont été suivies pendant 5 ans. Et donc, c'est encore une étude observationnelle, mais c'est une étude prospective, c'est-à-dire qu'on a regardé les utilisateurs d'un mode de transport, des modes de transport actifs ou non en début d'étude, ils ont été suivis pendant 5 ans. Et donc, les utilisateurs de vélo, en fait, dans cette étude, avaient un risque de diminuer de 40% de mortalité, de 45% de développer un cancer et de 46% de développer une maladie cardiaque. Donc, c'est très significatif, mais à nouveau, on est revenu sur de l'observationnel. La marche était associée à une diminution un peu moindre du risque de maladie cardiaque.
Pour ce qui est du vélo et du vélo électrique, aussi un petit mot sur la dépense énergétique. Donc, le vélo classique, en fait, a une dépense énergétique plus élevée que le vélo électrique. Il y a une dépense plus élevée que la marche. Mais la dépense énergétique avec un vélo à assistance électrique est loin d'être négligeable. Elle est intermédiaire entre les deux. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour une distance fixe, qui est notamment le trajet domicile-travail, le temps passé à vélo classique est nettement plus grand. En fait, comme on va plus vite en vélo électrique, certes, on a une dépense énergétique qui se fait pendant le temps où on fait l'activité, mais on fait une activité pendant beaucoup moins de temps. Donc, c'est intéressant aussi de réfléchir à son mode de transport en fonction de la distance domicile-travail, puisque c'est vrai que l'idée, c'est quand même d'avoir, on va dire, 15 à 30 minutes d'activité d'affilée, c'est quand même idéal. Voilà, donc pour conclure, l'activité physique au quotidien, c'est important. Pensez qu'on peut cumuler des séquences courtes. Hein. On n'a pas toujours le temps de faire 1 heure de jogging, mais on peut prendre 20 minutes le matin et le soir sur son temps de trajet. On peut prendre un peu de temps sur sa pause de midi. Et puis surtout, rappelez-vous que l'activité physique qui sera efficace, c'est celle que vous aimez. Parce que sinon, on ne la tient pas dans le temps. Donc, s'interroger sur est-ce qu'on aime des choses individuelles ou collectives, est-ce qu'on aime faire en intérieur ou pas, est-ce qu'on aime le type compétition ou pas. Il y a tout un tas d'activités physiques, il y en a forcément une pour chacun. Voilà, le tout est de réfléchir, de se questionner et de vouloir s'y. Merci de votre attention. Merci, docteur Galtier. Intervention très intéressante. Donc, le thème. Alors, je vous propose qu'on garde les questions après l'intervention de l'intervenant suivant. Donc, le vélo, mieux qu'un sport, un transport. Donc, on vient de voir l'aspect sport. Et donc, là, maintenant, je vous propose qu'on aborde la question transport avec Charles Dassonville, qui est à la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc, la Fédération des usagers de la bicyclette est une association de promotion du vélo qui regroupe 500 associations réparties sur la France entière. Et à Montpellier, il y a 3 associations qui sont le Jubiclou, Vélocité et le Bonheur à vélo. Lors d'une enquête réalisée en 2019 auprès des agents INRAE sur les habitudes de déplacement en domicile-travail, on a vu que 25% des agents se déplaçaient sur leur lieu de travail à vélo. 50% se déplaçaient en voiture pour venir sur le lieu de travail. Et parmi ces 50%, la moitié, donc c'est-à-dire un quart de l'ensemble des agents, faisaient moins de 10 km en voiture pour venir sur leur lieu de travail. Donc en cause, ce qu'on appelait les déplacements chaînés. C'est-à-dire, je dépose mes enfants à l'école, puis je vais au travail. Le soir, je quitte mon travail, je vais récupérer les enfants, je dépose le plus grand au club de sport, puis je vais faire des courses et après je reviens chez moi. Et donc tout cela se fait à travers l'utilisation de la voiture. Et donc, du coup, c'est à travers votre expérience, Charles Dassonville, j'aimerais que vous nous présentiez comment le vélo, justement, on peut permettre de changer ce type de spirale un peu et comment le vélo peut changer la société en profondeur. Merci beaucoup et puis merci beaucoup au Dr Galtier pour la première présentation qui s'imbrique bien avec ce que je vais commencer à vous raconter. Moi, je travaille pour la Fédération du usagers de la bicyclette, comme vous venez de le dire, ce qui est un peu mon job de rêve parce que je parle du développement du vélo comme mode de transport à longueur de journée. Donc là, ça tombe bien parce qu'il y a des gens, ça intéresse maintenant, que c'est payé pour, parce qu'avant, j'avais de moins en moins d'amis. Donc, c'était embêtant. Donc, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, et notamment parce qu'on est à un moment un peu charnière sur le vélo. C'est devenu, il y a encore 10 ans, 15 ans, c'était vraiment niche comme sujet. Et si on se déplaçait à vélo, rien que le fait de le faire, c'était presque un acte militant d'être sur un vélo. Et on voit bien aujourd'hui, quand on regarde autour de soi, que c'est de moins en moins le cas. On voit quand même beaucoup de la population qui se déplace à vélo. Avant de travailler dans la mobilité, j'étais beaucoup linguiste. J'étais moitié britannique, ça se voit peut-être un petit peu sur mon apparence d'ailleurs, à grand risque de mélanome malin vu mon teint. Je mets beaucoup de crème solaire quand je fais du vélo. Et donc je suis toujours intéressé par le langage. Et j'ai mis cette photo-là pour commencer la présentation parce que c'est quand même frappant le français des fois. Là, dans notre langue, on a un mot pour décrire cette personne, c'est une cycliste. C'est le même mot qu'on utiliserait pour décrire Julien Alaphilippe en lycra avec son casque à 120 km/h dans la descente du Tourmalet. On a un mot pour décrire ces deux personnes alors que ça n'a rien à voir.
C'est assez intéressant. Comme par hasard, les Néerlandais, ils ont 2 mots pour ça. Donc, le mot fietser en néerlandais décrit cette personne, une personne qui se déplace à vélo. Et wielrenner, c'est une personne qui fait du vélo comme sport, comme un hobby. C'est pas du tout la même chose. Et donc, c'est vrai que des fois, pour pallier à ça, quand je communique sur le vélo, j'évite d'utiliser le mot cycliste. Donc, je parle de tourner la phrase différemment pour parler de personnes qui se déplacent à vélo, parce que ça n'a rien à voir avec l'activité. Et en France, on est le paradis du vélo sportif. Et souvent, cet amalgame entre vélo sportif et déplacement prennent un petit peu l'avancée du vélo comme mode de transport. Je ne sais pas si les personnes qui sont là et qui nous écoutent se déplacent tous et toutes à vélo, mais si c'est le cas, je pense que ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre d'avoir une altercation avec un ou une automobiliste qui s'est garé sur une piste cyclable, par exemple, et qui on demande gentiment de ne pas se garer là, et qui vont me répondre « Mais je travaille, moi !» Alors qu'il est 8h30 du matin, que je suis en jean, en chemise, ils pensent que je fais quoi, moi, que je fais une balade. Voilà. Quelque part, l'idée qu'à vélo, on peut pas, voilà, c'est pas sérieux. Ça commence à changer, mais comme c'est rentré dans le débat public, comme souvent, quand un sujet rentre dans le débat public, eh ben, on entend un peu tout et n'importe quoi, c'est hyper polarisant. Donc, je voulais un petit peu faire un point sur là où on en est et peut-être contrer quelques idées reçues. Et je voudrais partir d'un constat, alors c'est intéressant, parce que visiblement, l'employeur que vous êtes est en avance sur la société française, parce que les stats au niveau français sont les suivantes. Ma réaction quand je lis les deux côte à côte, c'est représenté par le monsieur en bas. En 2018, la dernière fois quand le ministère de la Transition écologique a fait une étude là-dessus, ils ont estimé que 3% des déplacements en vélo, des déplacements en France, c'est à vélo. C'est relativement peu. Or, 60% des déplacements de domicile-travail font moins de 5 km, de moins de 5 km sont faits en voiture, et encore 53% en voiture, alors que c'est moins de 2 km. C'est l'INSEE qui a fait cette étude, c'est assez fiable. On se demande pourquoi et comment c'est possible d'en arriver là. Et pour régler un problème, il faut commencer par l'énoncer clairement et pas faire de langue de bois. Notre utilisation de la voiture individuelle est problématique. Je ne dis pas ça pour faire culpabiliser qui que ce soit à titre individuel, mais à titre sociétal, on a un problème avec ça. On a une addiction sociétale à la voiture individuelle et elle pose toutes sortes de problèmes que j'ai mis ici. Donc, au niveau sédentarité, je pense que je ne vais pas en rajouter. Ça a été très bien expliqué, bien mieux que je pourrais le faire par le docteur Galtier. Mais il y a d'autres externalités négatives de la voiture. La qualité de vie. Hier, je faisais cette même présentation lors d'une journée mobilité organisée près du rond-point de Près d'Arène. Pour ceux qui connaissent ici à Montpellier, il suffisait de regarder dehors pour comprendre en quoi la qualité de vie est affectée par la voiture individuelle. Voilà. On n'a pas envie de vivre devant un grand rond-point à 3 voies. Et quand on voit le nombre d'axes qui comportent beaucoup de véhicules motorisés, ça vous explique clairement que ce n'est pas une qualité de vie qu'on souhaite. La sécurité aussi, alors c'est intéressant parce que, contrairement à ce que les gens disent souvent, les Pays-Bas, c'est pas dans leur gène de faire du vélo, les Danois non plus. Ils ont également eu un problème avec la voiture individuelle, c'est juste qu'ils ont commencé à faire une transition plutôt que nous. Et on voit souvent que ce qui fait changer les choses, c'est souvent il y a un élément déclencheur. Aux Pays-Bas, l'élément déclencheur, ça a été une mort de trop d'un enfant dans la rue, qui a été écrasé par une voiture. Cet enfant était le fils d'un journaliste qui a utilisé son média donc pour écrire une tribune qui a lancé un grand mouvement qui est en fait le début du développement du vélo comme mode de transport aux Pays-Bas. Et le mouvement s'appelait du coup Stop the Kindermoord, qui veut dire stop au meurtre des enfants. Voilà. Donc c'est quand même l'enjeu de sécurité. Et là, avec la voiture, il n'y a qu'à voir encore les chiffres de la sécurité routière aujourd'hui. On n'est pas en sécurité avec ce mode de transport-là. Encore moins quand on est à l'extérieur de la voiture. Parce que les constructeurs vous font croire que leurs voitures sont hyper sécurisées, il y a des airbags, etc. Ok, si tu es dans la voiture, mais si tu es dehors et que tu es un enfant. Le bruit, sous-estimé comme externalité négative. Une étude récente de l'Organisation mondiale de la santé montrait que après la pollution de l'air, c'est la 2e cause de mortalité précoce environnementale au monde. Donc c'est quand même un gros problème. Au-delà de la mortalité, il y a plein de pathologies associées à l'exposition trop importante au bruit. D'ailleurs, pendant le premier confinement, le vrai confinement, je pense qu'on a tous pu profiter un petit peu de ce calme. C'était frappant à quel point c'était silencieux. Peut-être pas à Castelnau-Péguerolles dans l'Aveyron, mais ceux d'entre nous qui vivent en ville, on l'a bien remarqué.
Et évidemment, les finances, une voiture, ça coûte cher à la fois à la collectivité, parce que les infrastructures automobiles sont très, très chères à construire et à maintenir. Pour un ordre d'idée, parce qu'encore une fois, on va vous dire qu'une piste cyclable, on peut pas en faire, ça coûte cher. Pour info, le plan vélo actuel de la ville, de la métropole de Montpellier, c'est 150 millions d'euros. Avec cette somme-là, on construit à peu près 3 km du contournement ouest de Montpellier, qui est également à l'étude. Voilà, donc c'est pas la même échelle. Et évidemment, pour les ménages aussi, on estime qu'une voiture, ça coûte 6 000 euros par an, entre l'achat, l'entretien, l'assurance, l'essence. Voilà, c'est pas anodin, alors même que le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations de tous et toutes. Voilà, j'ai listé toutes les externalités négatives de la voiture, je n'en ai pas oublié. Ah si, j'en ai oublié une. Oui. L'environnement, la pollution de l'air, petit problème. Et contrairement à ce que certaines personnes croient, ce sont bien les transports qui sont la première cause d'émissions de CO2 en France, loin devant les autres, notamment l'agriculture et l'industrie. Et si on va plus dans les détails, c'est également quelque chose qu'on va vous dire, oui, mais moi, avec ma voiture individuelle, c'est rien par rapport aux poids lourds, aux avions. Alors, les avions ici, juste pour être clair, c'est le transport aérien intérieur, on ne parle que des vols internes en France, donc ça en exclut certains, certes, mais n'empêche que, en raison du volume, nombre de trajets qu'on fait en voiture individuelle, c'est de loin le pire responsable du CO2 devant les poids lourds, parce qu'il y en a moins, et devant les vols intérieurs. Donc, c'est un problème. Après, c'est la raison principale pourquoi on devrait faire du vélo, c'est l'environnement et les autres raisons que je vous ai dit. Mais très souvent, en fait, ceux qui sont motivés à en faire, c'est pas pour ça qu'ils ont fait le choix. C'est pas pour ça qu'ils ont passé le pas vers le vélo. Moi, je suis le premier, j'avoue. D'ailleurs, quand ils ont demandé aux gens à Copenhague pourquoi ils font du vélo, voilà leur réponse. L'environnement, c'était seulement 1% des réponses. Les raisons principales, c'était c'est plus rapide, ça peut faire de l'exercice et c'est pas cher. Et je pense que si vous allez dans la rue à Montpellier ou autre part, à Narbonne ou même à La Réunion, je sais qu'on a quelqu'un de La Réunion qui nous écoute, et vous leur posez la question, je pense que ça va plutôt refléter ça, qu'on soigne l'environnement en même temps. C'est une excellente chose, mais c'est souvent pas la raison principale qui va pousser les gens à changer de comportement sur le vélo. Encore une idée qui est souvent mal comprise, c'est l'efficacité du vélo, la rapidité de ce mode de transport. Même si on le fait en activité physique modérée, même si on a moins de 20 km/h. Là, j'ai mis 17 km/h comme vitesse de base pour faire cette carte, qui permet, donc quasiment tout le monde peut tenir cette vitesse ou assez proche. J'ai pris l'exemple de Montpellier parce que c'est d'ici que je vous parle, mais on voit que du centre de Montpellier, en 45 minutes, on peut arriver au-delà des limites de la métropole de Montpellier. Alors que les personnes qui ne font pas de vélo vont vous dire « Quoi ? Venir de Saint-Jean-de-Védas à vélo? Mais ça va pas, c'est beaucoup trop loin. » Ils ne se rendent pas compte, en fait, que ce qui les empêche de venir de Saint-Jean-de-Védas à vélo, c'est le fait qu'entre Saint-Jean-de-Védas et Montpellier, il y a une route qui ne vous donne absolument pas envie de faire du vélo. Ça paraît infranchissable. Donc, dans sa tête, on se dit « Donc, c'est trop loin. » En fait, non. Saint-Jean-de-Védas, c'est à 20 minutes de vélo. Voilà. Si on avait une belle piste cyclable continue, éclairée et sécurisée, ce ne serait pas du tout un problème. Alors, comment on en est arrivé là? Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, déjà historique, et parler un petit peu du rôle de la rue, tout simplement. Ici, on est en 1808, donc une image d'archive, ce qui s'appelait à l'époque l'allée des Orangers et la terrasse des Feuillants. Je ne sais pas s'il y a des bons historiens dans la salle qui savent à quoi ça correspond. Aujourd'hui, il y en a un au fond de la salle, je l'ai vu. Bravo. C'est la rue de Rivoli, aujourd'hui à Paris. Donc, vous voyez, à gauche, c'est le journal des Tuileries. Donc, on voit qu'en 1808, la rue, c'était un lieu de vie. Hein. On voit des personnes qui discutent, qui sont dans du lien social. On voit des enfants qui jouent. On voit un petit chat qui se balade. Et puis, 1855, ça s'appelle la rue de Rivoli, mais c'est donc le même endroit. Les premiers véhicules plus rapides arrivent, les calèches, donc. Donc, ça change un petit peu quand même le rôle de cet espace public. Mais on voit quand même que ça reste un lieu de vie. On voit une dame avec son parasol qui traverse la rue bien tranquillement, sans avoir trop peur de se faire écraser. On voit des gens sur le trottoir qui restent assez larges, qui discutent, qui flânent, qui profitent de cet environnement, ce patrimoine historique assez splendide. Et puis, si on avance d'environ 100 ans, c'est parti en live. Quand on fait le rapport comme ça, je pense qu'on peut plus réaliser à quel point
petit à petit, mais sans s'en rendre compte presque, on est arrivé dans une situation complètement absurde. Et là, d'ailleurs, je parlais de qualité de vie tout à l'heure, on peut imaginer que vivre dans un appartement au premier étage à ce moment-là, ça ne devait pas être hyper agréable. Et je pense que le prix de l'immobilier devait être plus élevé quand c'est le tour avec une rue plus calme. Mais la rue de Rivoli, c'est un des exemples qu'on a où on a commencé à comprendre qu'on avait été trop loin. Et donc aujourd'hui, si on y va, ça ressemble plus à ça, parce qu'ils ont fortement réduit la place de la voiture. Il reste encore une voie qui est à droite, qui n'est pas sur la photo, mais du coup, c'est beaucoup moins intrusif. Et comme par hasard, quand il y a moins de voitures, on voit que la vie, elle revient. Il y a des familles, il y a des enfants, on peut se balader, on peut profiter du patrimoine. Donc, elle retrouve son rôle de lieu de vie et de socialisation. On a d'autres exemples. Voici une rue bien embouteillée, à peu près de la même période que celle de la rue de Rivoli qu'on a vue tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut deviner de quelle ville il s'agit? C'est pas la même. Il ne dit rien, toi tu sais. Quand on sait, on se tait. Non, quelqu'un peut deviner? Quelqu'un qui ne sait? Amsterdam, bien joué. C'est bien Amsterdam. Comme je vous le disais, ça n'a pas toujours été dans leur gène du tout. Si on revient, on voit qu'il y a quand même un ou deux vélos en bas de la photo qui essaient de se faufiler à travers les voitures. Voilà. Mais on ne peut pas dire que c'était le paradis du vélo, on peut pas dire que c'est dans leur gène. Et on parle bien de la même rue. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, cette photo est intéressante. Il y en aura une autre plus tard d'Amsterdam. Mais on voit bien que rendre une rue cyclable, ça ne veut pas forcément dire faire une piste protégée. Mais en tout cas, on peut la rendre plus cyclable. Ici, on voit qu'il y a peu de voitures. Donc, on imagine que le plan de circulation est fait pour que peu de voitures y aboutissent. Un détail aussi assez intéressant, vous voyez qu'il y a des bandes cyclables, donc non protégées, certes, mais que contrairement à Montpellier, par exemple, les cyclistes, eux, ils ont leur voirie à eux, et c'est bien la voiture qui partage avec le tram. Ce sont les voitures qui roulent sur les rails de tram. Alors qu'à Montpellier, souvent, c'est l'inverse, c'est le cycliste qui se retrouve sur les voies de tram, avec les conséquences que malheureusement, beaucoup d'entre nous connaissons si notre pneu a fait connaissance avec ce foutu trou. Voilà. Et on voit quand même que la voiture n'a pas été éliminée. On reste, voilà. On n'est pas en train de dire qu'il faut éliminer complètement la voiture, mais on lui donne une place parmi d'autres dans les mobilités. Ici à Montpellier, on peut aussi faire ce petit jeu, la place de la Comédie, autant l'arrivée des calèches, pas mal. Tout le monde ne se rend pas compte qu'à une époque, ça a quand même été ça, la place de la Comédie. Voilà. Par ailleurs, on comprend mieux pourquoi c'est la place de l'œuf, hein, c'est plus visible à cette époque-là. Pour info, un journaliste local qui travaille ici depuis très longtemps me disait l'autre jour qu'à l'époque où il commençait à parler de piétoniser la Comédie, le gérant du café qu'on voit en bas à droite était scandalisé et disait que ça allait tuer son commerce, qu'il fallait surtout pas faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas d'accord. Bon, je parle beaucoup de la rue, tout ça, mais bon, je suis venu parler de vélo, je ne parle pas de vélo pour l'instant. Quel rapport avec le vélo? Il y a un urbaniste danois qui s'appelle Michael Colville Andersen qui a inventé le terme « the arrogance of space », l'arrogance de l'espace. Il parle de l'espace que la voiture a mangé petit à petit, comme on a vu les rues de Rivoli, l'arrogance de ce mode de transport qui s'est tout accaparé. Et pour l'illustrer, il a développé un outil que d'ailleurs on peut tous utiliser en ligne, en mettant la photo qu'on veut. Là, c'est une photo de Paris, mais on peut faire ça où on veut. Et en pixelisant la photo, on peut voir un petit peu l'espace à qui il est donné. Donc en rouge, là, on a les voitures, en bleu, les piétons, en mauve, les vélos, en jaune, les bâtiments, et puis en gris, ce qu'on appelle en anglais le dead space, donc l'espace qui ne sert à rien, l'espace mort, sauf qu'il est là pour gérer la circulation automobile. Voilà. Donc c'est un espace qui devrait également être un petit peu en rouge quand même. Et donc, ensuite, en comptant les pixels, etc., on peut numériser l'arrogance de l'espace. Bon. Pour ceux qui ne sont pas très chiffres et qui préfèrent le visuel, comme moi, une autre manière d'exprimer l'arrogance de l'espace, c'est l'illustration. Si on voit la rue comme ça, ce qui est finalement assez réel, et encore à Montpellier, on n'a pas toujours l'espace sur le trottoir pour marcher côte à côte avec son enfant. Des fois, c'est trop étroit même pour ça. Et en plus, la réalité de cette illustration, c'est que souvent, c'est même pas ça. C'est ça. Et je ne parle toujours pas de vélo. Bon, allez, on va parler de vélo. Pourquoi alors le vélo est si
clé dans tout ça? Parce que c'est un mode de transport rudement efficace. Cette vidéo de Copenhague, là, vous voyez 8 fois plus de personnes qui circulent sur la voie cyclable que sur la voie automobile, pour un espace identique. Donc quand on pense au vélo, surtout en lieu urbain ou urbanisé, où on a un espace donc qui est contraint, on voit bien que le vélo a toute sa place parce que on va pouvoir faire circuler plus de personnes. D'où le fait que souvent les commerçants, une fois qu'on a fait la transition cyclable, ils veulent surtout pas revenir en arrière parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent arriver chez eux qu'avant. Encore une fois, une autre manière de l'exprimer ou de le montrer, c'est encore nos amis de Copenhague qui l'ont très bien exprimé par ces deux questions. Il faut se poser les bonnes questions, ou changer la question. Au lieu de combien est-ce que de voitures est-ce qu'on peut faire circuler sur cet axe, combien de personnes est-ce qu'on peut faire circuler sur cet axe? Et si on se pose cette question-là, évidemment, on va arriver à la conclusion qu'il faut une zone où les différentes mobilités ont de la place. Il faut partager l'espace public et non pas le donner entièrement à la voiture qui, de par sa taille et le fait qu'elle souvent il y a une seule personne dans le véhicule, est particulièrement inefficace et prend beaucoup de place, notamment à l'arrêt. Une voiture, on en estime qu'elle est à l'arrêt 95% du temps et pourtant elle prend toute cette place. Ah oui, oui, Charles, t'es gentil, mais les pistes en France, elles sont vides, là on est à Amsterdam. Alors, je vous disais que le vélo était efficace, et notamment il est efficace et il est sobre, notamment en espace. Donc, cette photo très maligne, prise par nos amis de l'association Paris en Selle, qui est donc la piste cyclable Georges Pompidou sur les quais de Seine, c'est un piège, cette photo, parce que vous allez la montrer à des personnes qui sont régulièrement coincées dans l'embouteillage à droite, et ils vont vous dire, bah oui, bah vous voyez, hein, les pistes elles sont vides alors qu'ils nous ont pris de l'espace, avant on avait 2 voies, et maintenant ils ont pris la moitié de la place alors qu'il n'y a personne. Alors qu'en fait, si on regarde de près la photo, il y a autant de personnes à vélo sur la photo qu'en voiture. Si, je vous assure. Ils sont un petit peu loin, les cyclistes, mais ils sont là. Une autre phrase un peu taquine, certes, mais que parfois on utilise pour exprimer la même chose, c'est « si vous croyez que les pistes sont vides, c'est parce qu'on est déjà arrivé ». Oui, d'accord, Charles, t'es gentil, mais les pauvres commerçants, alors, pense à eux. Alors, je tiens à dire que j'entends bien que, surtout dans un contexte où il y a eu le Covid, les gilets jaunes, etc., et la réalité, surtout des petits commerçants en centre-ville, c'est souvent que leur marge n'est pas grande, donc je comprends qu'il y ait une certaine crainte du changement, je l'entends tout à fait. Mais il y a plusieurs études, dont celle-ci à Nancy, mais des études que je connais qui ont été faites sur le sujet arrivent à peu près au même résultat, qui montrent que très souvent les commerçants surestiment la proportion de personnes qui arrivent à leur commerce en voiture. Ils font ça tout simplement en leur demandant quelle est leur estimation et ensuite en demandant à leurs clients comment ils sont venus ce jour-là. Là, c'est à Nancy et donc on voit qu'il y a pas mal d'écarts quand même. Alors, il y a plusieurs théories sur pourquoi ils ont cette tendance-là. On n'est pas sûr, mais 2 théories. La première est que souvent, les commerçants eux-mêmes sont des utilisateurs de la voiture, donc on a tendance à supposer que les gens sont plus comme nous que pas comme nous. Et une autre raison, c'est que souvent, quand on discute au comptoir avec ses clients, la personne qui est venue en voiture va souvent exprimer un problème qu'elle a eu, embouteillage, galère pour se garer, etc. Donc, il va entendre beaucoup parler de la voiture, alors que le cycliste ou le piéton, il est juste heureux. Donc, il n'y a pas à aller là-dessus, en tout cas. À ce stade, je tiens à préciser une chose, parce qu'encore une fois, c'est une mauvaise compréhension souvent, notamment quand les décideurs commencent à parler d'une volonté de rendre une ville 100% cyclable. C'était un terme qu'a utilisé Anne Hidalgo à Paris, et ça lui est bien retombé dessus, parce qu'on l'a accusé de vouloir imposer le vélo aux gens. Alors, je ne suis pas en train de faire une analyse de sa politique cyclable, ce n'est pas le but, mais en tout cas, quand elle avait dit ça, elle ne voulait pas dire qu'il fallait faire 100% des trajets à vélo. Elle voulait dire qu'il fallait permettre à 100% des trajets d'être faisables à vélo. Entre permettre et obliger, il y a une grande différence. Et quand on veut développer le vélo, quand on va à Amsterdam ou à Copenhague, on se rend compte que, quel que soit son point de départ et quel que soit son point d'arrivée, on peut y arriver à vélo. Ça, c'est une ville 100% cyclable. Mais même dans ces villes-là, la part modale, donc c'est-à-dire le pourcentage des déplacements faits à vélo, n'est que, entre guillemets, de 40%. Donc ça montre bien qu'on ne force personne, juste qu'on le permet. Alors comment faire?
Alors déjà, au niveau de l'aménagement des villes, il faut tout simplement inverser les priorités. Au lieu de mettre le piéton, qui est pourtant le plus vulnérable, lui donner le moins d'attention, d'argent et d'espace, il faut faire l'inverse. Il faut mettre les plus vulnérables en haut, les piétons, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, puis le vélo, les modes de transport en commun, etc. Puis les véhicules partagés, et enfin, tout en bas, la voiture individuelle. Donc on n'élimine pas, mais on inverse les priorités. Parce qu'on sait aujourd'hui que les gens vont se déplacer de la manière dont on aménage l'environnement pour. Ce n'est pas une décision. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens ici qui sont frustrés par ce qui se passe dans la transition de mobilité, et on peut les comprendre, parce qu'ils disent « mais j'ai pas le choix, moi ». Et ils ont raison. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas le choix que de prendre la voiture, parce que ça fait des décennies qu'on aménage le territoire de Montpellier et de sa métropole et tout autour de la voiture quasiment à 100%. Donc, en effet, on se trouve dans une situation où beaucoup de gens n'ont pas le choix. Voilà. Mais le but, justement, des transitions, c'est de donner de plus en plus de choix. Et pour faire ça, il faut rééquilibrer l'espace public. Je vous ai montré l'exemple de la rue d'Amsterdam tout à l'heure. Là, c'est une autre rue à Amsterdam. Et c'est très clair de voir que le piéton a son espace, le vélo a le sien, qui est bien délimité, c'est pas le même, la voiture a son espace, et le tram a le sien. Alors, ce que j'aime bien sur cette photo, c'est qu'en général, quand je la montre, les gens me disent « ouais, mais c'est vachement large, là. Nous, nos rues, elles sont pas aussi larges que ça. » Mais il faut voir ça à l'envers. On a des rues aussi larges que ça. L'avenue de la Liberté, par exemple. Est-ce qu'elle ressemble à ça? Pas du tout. Elle est complètement dominée par la voiture. Il y a des rues beaucoup plus étroites à Amsterdam, comme on l'a vu tout à l'heure. Pareil, ils ont trouvé des solutions pour la rendre cyclable, pour permettre de faire du vélo sur cet axe. Donc, quelle que soit la largeur de la rue, des solutions existent. On a la chance en France d'avoir des exemples d'aménagement dans d'autres pays, on les cite souvent, mais ils sont précurseurs, donc c'est normal. Les Pays-Bas et le Danemark qui ont mis 40 ans à développer cette expertise. Nous, on l'a maintenant. On n'a qu'à l'adapter à notre pays à nous, et les solutions sont toutes faites. Donc, on devrait pouvoir faire la transition plus rapidement. Et donc, je parle beaucoup de la rue, de l'espace public. Évidemment, c'est une composante clé, mais à la FUB, on aime beaucoup parler de système vélo. Cette illustration à l'écran que vous avez, elle représente le système vélo. Pour comprendre ce qu'on veut dire par ça, il faut penser au système voiture. Le système voiture, il est bien en place. On n'est pas été de main morte. Donc, ça veut dire quoi? Le système voiture, c'est un système de route interconnecté, très bien jalonné. Si on arrive en voiture dans une ville qu'on ne connaît pas, on est rarement perdu parce qu'il y a des panneaux partout. On peut stationner sa voiture à peu près partout, notamment dans les gares. On peut avoir des solutions de financement pour l'achat d'une voiture. Il y a des stations-service partout. Il y a des garages partout. Il y a des systèmes, voilà, quand on a un accident dans la rue, on a une déclaration à faire à l'assurance qui est centrée autour de la voiture. Bref, le système voiture, il est bien ancré. Donc, si on fait le parallèle entre ce système-là et le système vélo, on voit bien que le système vélo, c'est pas encore un système, justement. Les routes interconnectées, elles n'y sont pas. Jalonnées, encore moins. Des choses arrivent quand même. Hein. On a quelques réseaux cyclables en France et quelques pistes à Montpellier. Voilà. Mais il faut également massifier le stationnement, notamment dans les gares, une clé du succès. On a de la chance. Hier, la Première ministre a annoncé 250 millions sur 2023, 200 millions pour de nouveaux aménagements et 50 millions juste pour le stationnement. Donc, elle a compris que le stationnement est très important. Il faut apprendre aux gens à faire ou à refaire du vélo. Il faut inciter en entreprise. Ça commence à venir aussi. Je pense que beaucoup d'entre vous bénéficient du forfait mobilité durable. C'est chouette. Qui augmente d'année en année. Donc, voilà. Donc, il y a ce système à développer, mais une chose toute seule ne marchera pas. Juste les aménagements, ça ne marchera pas. Il faut un système vélo en entier. Bon, j'ai qu'une demi-heure, donc j'aurais pu en parler toute la journée. Je vais dans tout but. Donc, si vous voulez aller plus loin et si ça vous intéresse, ces sujets-là, je vous conseille déjà 2 lectures. Une qui s'appelle « Pourquoi pas le vélo ?» qui est extrêmement accessible au grand public, d'un Néerlandais, mais qui vit en France et qui milite pour le vélo depuis de nombreuses années, basé à Paris. C'est très facile à lire, c'est très amusant, mais c'est comme le titre du livre l'indique, il démonte une par une toutes les oppositions qu'on peut avoir au développement du vélo comme mode de transport. Et puis, pour le retour historique, le retour de la bicyclette du chercheur Frédéric Errand de l'Université de Lille est un classique pour bien comprendre justement
comment on est venu là et comment le vélo était dominant avant, a disparu et revient. Et si vous voulez agir, si vous voulez changer les choses, je ne peux que vous inciter à rejoindre une des associations du réseau de la FUB, qui a donc 500 associations, plus de 500 dans toute la France, dont 3 à Montpellier. Je pense qu'il y en a d'ailleurs 2 qui sont sur le campus cette semaine de la mobilité, le Vélocité Montpellier, donc qui vraiment représente les usagers et fait un plaidoyer particulièrement efficace auprès des collectivités. Vous avez aussi le Vieux Biclou, qui est un atelier d'auto-réparation et qui donne également des cours de remise en selle pour les adultes qui voudraient se remettre au vélo et qui sont un petit peu intimidés. Et puis, le Bonheur à vélo, qui est une vélo-école qui agit particulièrement sur les enfants lors d'un apprentissage qu'on appelle le savoir rouler à vélo, un apprentissage d'état, comme le savoir nager, qui est récent, mais qui se développe à vitesse grand V. Et eux sont parmi les leaders en France, on a de la chance sur cet apprentissage dans les écoles de Montpellier et de sa métropole. Merci Charles pour cette intervention. Et ça va être l'heure des questions. Et donc, du coup, si vous voulez bien, on va installer le micro à la table et faire circuler le... Merci beaucoup pour ces présentations. J'avais une question pour le docteur Galtier. Alors, c'est peut-être moi qui ai eu une attention sélective sur la présentation. J'étais beaucoup marqué par les chiffres sur la mortalité et puis l'incidence de maladies. Et du coup, je me demandais s'il y avait des études du même type sur le bien-être. Et deuxième partie de la question, j'ai vu beaucoup de maladies sur le fonctionnement des différents organes. Et je me posais la question sur les maladies, je ne sais pas comment on dit, psychiques, mentales, et de l'effet de l'activité physique sur ces... Voilà. Oui. Alors, pour plutôt la deuxième question, en fait, déjà, je vous ai montré une diapo sur la maladie d'Alzheimer. Donc, ça fait partie du champ neuropsychique. Et oui, il y a d'autres études sur la dépression, notamment, sur, oui, enfin, globalement, les troubles du spectre, anxiété, dépression. Par contre, alors sur le bien-être, je ne sais pas quoi dire, parce que ça, j'ai pas vu, j'ai pas cherché spécialement, donc je ne peux pas vous répondre. Très probablement que pas mal d'études en fait, qui sont faites sur les pathologies mesurent aussi la qualité de vie, mais je n'ai pas vu vraiment de données là-dessus. Après, moi, j'ai regardé des revues médicales. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de données, mais je ne suis pas allée vraiment chercher ça. Par contre, oui, sur tout ce qui est neuropsychique, il y a des données sur la dépression. Je n'ai pas voulu tout montrer parce que ça aurait été trop long. Et sur les maladies neurodégénératives. Il y a une étude qui a été réalisée récemment sur les modes de déplacement et la qualité de vie au travail. Donc ça, c'est une donnée que je peux vous fournir si vous le souhaitez. Et en fait, on s'est rendu compte que justement l'usage, enfin que la qualité de vie au travail dépendait, était fortement liée à la façon dont on se déplaçait, et que les personnes qui se déplaçaient à vélo avaient déclaré une qualité de vie au travail supérieure à ceux qui se déplaçaient en moto. Alors, je peux vous fournir ces références si vous le souhaitez. Merci pour vos interventions. J'avais une question sur le vélo, en fait. Donc, vous disiez que aux Pays-Bas, finalement, il n'y avait rien de génétique. Hein, le vélo, parce qu'ils s'y sont mis. Il y avait aussi un argument, je crois, c'est le choc pétrolier aussi, qui était important dans le démarrage du vélo là-bas. Ils ont pris le taureau par les cornes. Et ceci dit, moi, je me disais, je prends l'exemple de Montpellier, hein, on est ici. Il y a peut-être un truc culturel aussi, alors sur le vol de vélo, par exemple. Et comment on fait pour, qu'est-ce que vous proposez pour essayer de réduire ça, parce que ça, c'est quand même un truc terrible. Et même la dégradation de vélo. On peut laisser son vélo et on le retrouve abîmé. Même s'il est bien attaché, on le retrouve entier, mais la roue tordue. Et donc ça, c'est pas génétique. Mais voilà, donc c'est une question un peu là-dessus, sur les difficultés qu'on rencontre avec les vols, les dégradations, l'absence de garage aussi,
suis allé en Belgique il n'y a pas longtemps, il y avait des milliers de vélos à la sortie de la gare, mais c'est impressionnant, quoi. Chacun trouve son vélo, je ne sais pas comment il fait. Et ils ont un tout petit cadenas, voire rien. Voilà. Donc, c'est une question là. C'est une très bonne question parce qu'en effet, le vol de vélo est un des freins principaux à la pratique du vélo. On a de trop nombreux exemples de personnes qui, le changement de comportement, c'est quand même pas quelque chose de facile et la personne se lance enfin et pour se faire plaisir, pour se motiver à y aller, elle s'achète un beau vélo et au bout de la première semaine, le vélo se fait voler et très souvent dans ces cas-là, la personne revient à la voiture, ce qui est très, très triste. Donc, il n'y a pas de solution miracle, c'est la mauvaise nouvelle. D'ailleurs, même à Amsterdam, il y a encore des vols, hein, donc voilà. Mais comme vous le dites très justement, ils n'ont pas. En France, on a quand même, moi le premier, le culte de l'objet vélo. On aime l'objet, il est beau. Aux Pays-Bas, c'est comme une fourchette. Hein, ils n'ont pas de fierté particulière par rapport à l'objet vélo. Il y a quand même des choses qu'on peut faire. Massifier le stationnement sécurisé, c'est quand même une des choses majeures qu'on puisse faire. Encore une fois, on va donner un très bon exemple aux Pays-Bas. Au-delà d'Amsterdam, j'étais l'an dernier à Utrecht, qui est une ville à une demi-heure de train d'Amsterdam, qui est presque peut-être encore plus cyclable qu'Amsterdam. C'est vraiment un laboratoire, c'est peut-être la ville la plus cyclable du monde. Et cette ville qui a 300 000 habitants, donc pas si différente de Montpellier en taille, à la gare, il y a un parking vélo sur 3 étages de 12 000 places. C'est Disneyland, c'est incroyable. Mais du coup, c'est un parking sécurisé. Il y a des caméras, il y a des gardes à l'entrée. Voilà, il suffit de payer sa carte, c'est gratuit, mais il y a un système pour. Donc ça, évidemment, il y a des parkings sécurisés. Il y a aussi c'est pas autant la lutte contre le vol, mais contre le recel, parce que se faire voler son vélo, c'est pas cool, mais si on se fait appeler 6 mois plus tard par la police pour dire on a retrouvé votre vélo, c'est quand même chouette. C'est faire marquer son vélo. Il y a un truc qui s'appelle le BC-code. C'est d'ailleurs obligatoire maintenant. Tout vélo que vous allez acheter chez un vélociste, qu'il soit neuf ou d'occasion, va être marqué. En tout cas, il devrait l'être par la loi. Et donc, ce marquage fait que un numéro qui est rentré dans une base de données auquel la police a accès. Et en fait, très régulièrement, les vélos sont retrouvés. La police fait des descentes dans un entrepôt, il retrouve 100 vélos. Et donc, grâce à ça, on peut au moins récupérer son vélo. Après, il y a des choses qu'on peut faire à titre individuel. S'acheter un bon antivol, savoir l'utiliser correctement. Là-dessus, je vous invite notamment à aller sur le site de la FUB, qui a des articles sur l'antivol, et notamment des tests du coup neutres, vu qu'on est une association, il n'y a aucun constructeur qui nous finance pour ça. Donc, vous pouvez aller voir les tests antivol là et des conseils sur comment bien accrocher son vélo. Il y a des petits détails tout bêtes, mais qu'on ne sait pas forcément. Par exemple, toujours mettre la serrure côté cadre, comme ça, s'ils cassent la serrure, ils risquent de casser le cadre aussi, donc ils vont éviter. Voilà, c'est quelques pistes, mais il n'y a pas de solution magique. Et je profite de faire de la publicité pour un atelier qui a lieu demain, de 11h30 à 13h30, qui est animé par le Zubiclou. C'est justement un atelier de gravage du BC-code dont parlait Charles Bassonville, également avec des conseils sur la meilleure façon d'attacher son vélo. Donc, vous pouvez participer à cet atelier même si vous n'êtes pas inscrit. Donc, pour le gravage, ça nécessite une inscription. Et peut-être pour discuter et échanger avec l'animateur du Zubiclou. Donc, c'est à l'espace Philippe Lamour, qui est donc en bas de ce bâtiment, entre 11h30 et 13h30, demain. Je continue sur les questions, et ça c'est pour tous les deux, mais d'abord vous, docteur Galtier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont les leviers que vous avez pu identifier qui vont permettre aux gens de basculer sur un autre mode de mobilité. Et j'en appelle à votre expérience avec vos patients, docteur Galtier, et puis peut-être aussi des leviers que vous avez à votre disposition par votre connaissance. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une personne va basculer vers une autre mobilité plus active? Alors moi, là, je suis un peu embêtée de vous répondre parce que avec mes patients, je ne m'occupe pas de mobilité, je m'occupe d'activité physique en général. Donc, en fait, en plus de ça, il faut se représenter ce que c'est un patient. Vous êtes des actifs en bonne santé. Moi, je vois des patients, en fait, leur mobilité, par exemple, elle est limitée parce que la marche est limitée. Enfin, donc, on n'est pas du tout vraiment à la recherche d'une activité physique adaptée à un patient.
c'est pas du tout la même problématique qu'en population générale. Alors après, j'ai pas que des patients comme ça quand même, mais globalement, en fait, moi, ce que je vous ai dit dans la dernière diapositive, pour moi, ce qui compte, c'est que les patients des personnes en général fassent une activité physique et que celle-ci soit faite dans la durée. Et pour ça, il faut qu'ils l'aiment. Donc, si une personne aime faire du vélo ou marcher, c'est très bien, mais si une personne aime un sport collectif, en fait, on va aller vers ça, parce que le but, c'est d'inciter la personne à aller vers des choses qu'elle apprécie, finalement. Après, on peut aussi découvrir des choses, mais globalement, moi, je porte pas une attention particulière à la façon dont mes patients vont au travail. Merci. Alors, je me tourne vers toi, Charles, parce que la notion de plaisir, c'est ce qu'on a identifié quand on a fait une étude avec Frédéric Martinez, qui est chercheur en psychologie sociale, autour de notre événement sur une semaine sans ma voiture ou Toutou, donc au centre hospitalier de Millau. Et on a vu que le levier plaisir était aussi un élément important. Alors, au sein de la FUB, qu'est-ce que vous avez pu identifier comme action, levier, qui mettent en avant le plaisir et qui vont permettre à des gens de changer plus volontiers, d'aller vers d'autres modes de mobilité? Je pense que c'est une excellente question. Ça, c'est ce qu'on dit quand on ne sait pas la réponse. Non, mais c'est vrai. Et en fait, je pense que la FUB peut-être a encore une grosse marge de progrès sur vendre le vélo avec cette notion de plaisir, parce qu'en fait, je n'ai pas de réponse scientifique à pourquoi est-ce que les gens changent, mais j'ai pas mal d'expérience de rencontrer des gens qui ont récemment changé de par mes actions associatives avant et maintenant professionnelles. Et c'est une conjoncture de pas mal de choses, souvent. Et le plaisir, souvent, il vient après. Ils se rendent compte, quand ils commencent, à quel point c'est agréable. Ce qui les a poussés à essayer, c'est souvent des raisons financières ou un ras-le-bol dans la voiture. Il y a quand même... bon, c'est simple, hein. On est de plus en plus de personnes sur Terre, et notamment nos villes sont de plus en plus d'habitants. L'espace est contraint, donc les embouteillages sont de pire en pire. Enfin, même si on ne change rien, même si on ne fait pas de piste cyclable, c'est mathématique. Donc les gens en ont assez d'être dans cet environnement agressif. Et voilà. Donc il y a un petit ras-le-bol. L'aspect financier est fort aussi. Et voilà. Mais l'aspect plaisir, il vient après. Et parmi ceux qui font déjà du vélo, c'est quand vous leur demandez, très souvent, ils vous répondent le plaisir. Quelque chose qui a été fait, qui était positif, ce n'était pas la FUB, mais du coup, c'est un bel exemple de coopération entre une collectivité et une association d'usagers. C'était à Montpellier l'an dernier. La métropole a demandé son avis à l'association d'usagers, donc Vélocité Montpellier, sur une campagne qu'ils voulaient faire sur le vélo. Et donc, cette campagne, certains l'ont vu, elle mettait pas mal l'accent sur le plaisir, en tout cas dans les images et l'animation de la vidéo. Et donc, il y avait différents thèmes. C'est le vélo, c'est mon anti-stress, le vélo, c'est ma ponctualité, etc. Donc, il y avait des choses concrètes, pas que le plaisir, mais dans la dynamique, dans les visages des personnes sur les vidéos. D'ailleurs, c'était des bénévoles, souvent de l'association, qui du coup, étaient sur la campagne de pub. Je pense qu'elle a assez bien mis en avant ce côté-là. Et je sais qu'au sein de la FUB, de plus en plus de personnes, notamment des nouveaux administrateurs, ont vraiment ça. Ils cherchent vraiment dans leur communication à eux sur les réseaux sociaux à mettre en avant ce côté plaisir. Mais je pense que ça va être dur de vraiment le faire comprendre avant de se mettre sur un vélo. Et c'est là qu'on comprend. Personne n'a de questions, j'en profite. Donc, j'ai une autre question, plutôt pour toi, Charles, aussi. Moi, j'ai eu une fois la remarque, que j'ai trouvé intéressante aussi, parce que ce n'est pas la première fois, c'est moi, je prends la voiture parce que la voiture me fait peur. Je prends la voiture parce que la voiture me fait peur? Oui, c'est ça. Parce que je prends la voiture plutôt que le vélo, parce que quand je suis à vélo, la voiture me fait peur. Voilà. C'est intéressant, mais c'était annoncé comme ça. Voilà, c'était annoncé, je prends la voiture parce que la voiture me fait peur. Voilà. Et que répondre à ça? C'est même fréquent, c'est assez amusant quelque part. C'est particulièrement courant quand on parle de laisser ses enfants aller à l'école à vélo ou à pied. Ah non, je ne laisse pas, c'est trop dangereux. Donc je l'emmène en voiture. Voilà. On parle donc d'un cercle vicieux. Voilà. L'avantage des cercles vicieux, c'est que si on casse le cercle, il est plus vicieux. Voilà. Donc, en effet, il faut, à un moment donné, qu'on réduise ça. En ce moment, je travaille beaucoup
sur un programme qui vise à massifier l'apprentissage du vélo à l'école. Pas du vélo comme... d'abord, on leur apprend à faire du vélo, mais ensuite, on leur apprend à se déplacer à vélo. Donc, comment gérer un rond-point, etc. Et moi, mon travail, c'est d'aller convaincre les collectivités d'investir là-dedans. Et donc, je leur présente la même illustration sur le système vélo que je vous ai montré tout à l'heure. Et surtout quand j'ai un élu dans la salle, j'aime bien, parce que devant moi, ils disent toujours qu'ils sont convaincus, que c'est génial, le vélo, etc. Voilà. Et je leur dis, mais bon, je pense que vous avez peut-être des problèmes de faire accepter à la population, par exemple, de retirer une voie de stationnement voiture pour mettre une piste cyclable. Voilà, politiquement, c'est quand même compliqué. Ah oui, oui, oui. Vous voyez, pour casser le cercle vicieux, commencez par apprendre aux enfants à faire du vélo. Parce que ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui va dire « Oh non, 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 mon argent pour apprendre aux enfants à faire du vélo, c'est un scandale. » Non, ça se passe plutôt bien en général. Mais en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? On a de plus en plus de personnes qui se déplacent à vélo dans la ville, enfants et donc du coup parents aussi, parce que souvent il y a cet effet d'entraînement. Et plus il y a de personnes à vélo dans la ville, plus il y aura une demande pour l'aménagement. Donc ça va devenir une évidence pour le politique, pour le décideur, de dire bon bah voilà, maintenant j'ai une majorité de gens qui souhaitent ça. Donc ça va dépendre de l'endroit, mais il faut casser le cercle vicieux. Et si on le casse à un endroit, en général, ça va entraîner le reste. Et le cercle va devenir vertueux. Ça m'amène une autre question. Docteur Galtier et Charles, que savez-vous de la sédentarité de nos élus? J'ai aucune idée de ça. Non, c'est vraiment... Je pense que globalement, la moyenne d'âge n'est pas forcément très jeune. Et du coup, on n'a pas forcément des gens très actifs. Mais en fait, je pense que après, bon, ça, c'est hors du champ de ma profession. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de décisions en France qui sont prises dans des grandes métropoles. Et il n'y a pas forcément une représentation claire des autres types de territoires. En fait. Je pense que ça, c'est un des problèmes qu'on voit dans l'aménagement de l'espace. On a quand même eu hier la première ministre et le ministre de l'Environnement à vélo dans la cour de Matignon. Hein. C'est déjà, on avance. Ça, il y a quelques années, on aurait rêvé de voir un premier ou une première ministre française faire ça. Je sais que c'était un symbole, mais quand même, c'est un symbole fort. Donc c'est bien. On dit souvent pour le vélo que si le maire se déplace à vélo, c'est déjà un bon début. À Montpellier, on en a un qui se déplace à vélo. C'était le cas avant qu'il soit élu. Alors ça, c'est assez marrant parce que, anecdote, c'est pas tout à fait une réponse à la question, mais récemment, justement, le président de la FUB s'est déplacé en Occitanie, et donc on a organisé une rencontre avec le maire et président de la métropole, Michael Delafosse. Et donc, le président de la FUB commence par le flatter et lui dit je sais que vous vous déplacez à vélo, vous, c'est très bien, c'est un début. Il dit oui, mais vous savez, quand on est en train de réduire la part de la voiture et qu'il y a plein de gens en colère, c'est très facile de se faire interpeller dans la rue quand on est à vélo. C'est un des inconvénients du vélo. Donc, c'est assez amusant comme anecdote. Mais, non, c'est sûr qu'un décideur qui connaît le quotidien d'une personne à vélo, ça aide, c'est sûr. Voilà. Et donc, il y a un enjeu souvent, c'est de mettre les élus sur des vélos. Quand une association commence à avoir accès aux élus, aux décideurs, c'est une très bonne idée d'organiser une découverte de leur propre ville à vélo. Et là, d'un coup, ils découvrent des choses. Voilà. Le vivre, c'est quand même important, même s'ils ne continuent pas. Mais c'est une expérience importante. On a eu le congrès de la FUB à Montpellier en 2021. Et lors de ce congrès, on a organisé des visites techniques. Et donc, on a eu l'élu à la mobilité à Montpellier, Julie Fraîche, qui nous a rejoints sur une balade technique. Et alors, ça a beaucoup changé depuis, mais à l'époque, c'était donc un carrefour au pied des Arceaux à Montpellier, aux heures de pointe, un vendredi soir, je crois que c'était. Et le guide avait très intelligemment, il s'est placé sur une espèce d'îlot en plein milieu. Et alors là, apparemment, c'était une espèce de furie automobile, ça passait dans tous les sens. Et là, elle a compris un truc. Enfin, en tout cas, les gens qui étaient là m'ont dit qu'elle a dit, ah non, on ne peut pas continuer comme ça, c'est l'enfer. Voilà. Donc, mettre les élus sur des vélos, c'est une très bonne idée pour avancer. Moi, j'ai une question côté employeur qui me concerne, puisque
avec quelques-uns, on essaye de réfléchir à la place que le vélo peut avoir comme mode de déplacement professionnel. Et en fait, on se trouve avec des indicateurs qui sont très faciles à obtenir, qui sont par exemple les arrêts de travail liés à des accidents de trajet, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on peut avoir assez facilement. Par contre, les bénéfices de l'usage des mobilités actives, ça, par contre, c'est des indicateurs qui sont assez difficiles à obtenir pour un employeur. Et donc, du coup, comment un employeur peut arbitrer entre ses bénéfices et ses risques quand il s'agit de réfléchir à une politique de mobilité professionnelle? Je dois avoir une enquête pour vous sous la main quelque part que je vous enverrai. C'est assez intéressant, la notion de risque à vélo, qui, je pense, est souvent surestimée dans la population. Donc, les mêmes personnes qui n'oseront jamais faire du vélo, je reviens aux enfants, mais ça peut être pareil pour un développement, qui vont dire c'est de la folie de faire du vélo ici ou de laisser mon enfant faire du vélo, ne vont même pas réfléchir, ne vont même pas hésiter à mettre leur enfant ou se mettre eux-mêmes dans une voiture et aller sur l'autoroute à 130 km/h. Alors qu'on a 3000 morts par an, qu'il y a des accidents tous les jours sur les autoroutes, qu'on ne peut pas dire qu'on est en sécurité en voiture. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque de faire du vélo, mais je pense qu'on le surestime par rapport à ce qu'on accepte comme risque dans d'autres modes de déplacement, en tout cas par rapport à la voiture. Donc, il y avait une enquête récente qui montrait qu'à une échelle de société ou d'un groupe, les bénéfices du vélo sont bien plus importants que les risques. Voilà. Cette étude, je peux vous l'envoyer, les bénéfices à la fois individuels sur la santé, comme le docteur vous l'a expliqué, mais également du coup sur la santé de la communauté, parce que c'est une voiture en moins, etc. L'accidentologie, parce que encore une fois, quand on a, comme on le disait, quand on a un vélo, on a peur de quoi? Des voitures. Donc, si on fait du vélo, on est un véhicule en moins qui peut tuer. Parce que tuer quelqu'un à vélo, c'est compliqué quand même. Donc, cette étude-là, peut-être est la plus pertinente pour convaincre. Si j'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit, je voudrais suivre, mais voilà, il faut, je pense, réfléchir. Si on réfléchit à l'échelle d'un groupe plutôt qu'à l'échelle d'un individu, on comprend mieux pourquoi le vélo est intéressant. La manière de En fait, les bénéfices santé, le problème, c'est que pour les mesurer, on est sur du long terme. C'est vrai que l'accidentologie, c'est toujours un problème. Alors, je pense que on ne peut pas nier qu'il y en a une, et notamment s'il n'y a pas les bonnes infrastructures. Parce que quand même, quelque chose qui va vraiment le diminuer, c'est d'une part la qualité des infrastructures, et puis d'autre part aussi l'éducation des usagers, que ce soit d'ailleurs les usagers à vélo et ceux en voiture, parce que malgré tout, la voiture est un danger pour les vélos, certainement, mais surtout aussi quand les vélos se mettent en danger vis-à-vis des voitures. Donc, en fait, c'est, je pense, des deux côtés. Et je crois que de ce point de vue, les facteurs culturels dont on parlait sur les vols, et on les trouve aussi dans les utilisations d'infrastructures de façon générale. Je pense qu'on peut tous l'observer. Voilà, c'est certain qu'avec l'augmentation des types de mobilité, on l'a dit notamment pour les trottinettes aussi, il y a des gens qui atteignent des vitesses élevées de déplacement alors qu'ils ne sont pas préparés à ça. Et il y a peut-être une éducation à trouver sur notamment des véhicules dont la stabilité n'est pas très importante, où le risque de chute peut être important. Je pense notamment aux trottinettes, où il y a aussi une réglementation qui est ignorée, notamment en termes d'assurance et de port de casque. Donc voilà, je crois que l'accidentologie, elle existe. Il faut l'aborder pour la réduire. Ça ne doit pas être un frein, bien sûr. J'ai une question en rapport avec la diapo que vous montriez sur les commerçants, là, cette étude sur les commerçants. Je trouve ça intéressant parce que c'est de la perception un peu. Et l'autre fois, je discutais avec un réparateur de machines à laver qui est venu chez moi. Mais il disait, ouais, mais bientôt, je ne pourrai plus venir ma voiture. Et en fait, il y a une question de la transition. On est dans une transition et on se sent, OK, quand même assez, je veux dire, privilégié en général. Et il y a tout un public, toute une partie de la société qui n'a pas le choix ou qui n'arrive pas à avoir ce choix pour des raisons X ou Y. Et du coup, est-ce que vous faites des choses vers eux, en fait? Parce que je me dis, c'est bien joli, le monde du vélo,
découvre au fur et à mesure, c'est bien, mais il y a plein de gens pour qui c'est le truc de bobo, hein, de limite, mais je veux dire, qui caricature vite ce côté-là. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont vers eux, en fait, vers les gens qui ont des difficultés, et comment on fait pour soit les aider à changer, soit comprendre que ces changements sont intéressants? Une des raisons pour lesquelles ces personnes-là se sentent ignorées par les changements, et donc c'est qu'on a aménagé notre territoire, pas seulement en faisant des routes au lieu de pistes cyclables, mais on a organisé nos vies autour de l'accès à la voiture. Donc les distances sont de plus en plus grandes. On trouve ça complètement normal de vivre à 30 km de son travail. Et on a rendu ça possible, et même parfois impossible de faire autrement. Mais ça, c'était un choix sociétal. On n'était pas obligé de faire ça. Voilà. C'est pour ça que maintenant, on parle de ville du quart d'heure. L'idée est qu'on devrait pouvoir, où qu'on vive, avoir l'accès aux services de base à un quart d'heure de chez soi. Ça va prendre du temps. En attendant, en effet, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il suffit d'aller faire un voyage d'études à Amsterdam ou à Copenhague, je me répète, mais c'est quand même frappant de voir à quel point ce n'est pas des bobos à vélo. Justement, c'est vraiment déjà transversal. On voit toutes sortes de personnes à vélo, clairement de différentes d'universités à tous les niveaux. Et ce qui est difficile à faire comprendre, parce que ça relève de la foi pour certains, visiblement, c'est que si ceux qui peuvent, je me corrige, parce que justement, on pense trop souvent ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. C'est pas ça la question. C'est quels trajets peuvent être faits à vélo et quels trajets ne peuvent pas être faits à vélo. Donc on a tous des trajets qu'on ne fait pas à vélo, évidemment, ils sont trop longs. Et certains en ont moins, mais quasiment tout le monde en a qui peuvent faire, même s'ils vivent à 30 km de leur domicile, ils vont quand même chez le médecin des fois, ils vont voir leurs amis dans le village voisin. Et on a tous des trajets d'une distance qui permet de faire du vélo. Et si on réfléchit comme ça, si on réduit même de 20% le nombre de trajets qui sont faits en voiture, ça change tout. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas le choix sur ce trajet-là, hein, j'entends, eh bien, ils auraient beaucoup moins d'embouteillage. C'est dans leur intérêt. C'est dans leur intérêt. Mais en effet, quand on fait une transition un petit peu rapide, en plus, comme on l'a vu en ce moment, c'était lié au Covid, etc. Donc, c'est bien. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore les bénéfices, ils n'ont que les inconvénients. Donc, c'est frustrant. Voilà. Et je pense qu'il y a un autre facteur qu'on contrôle assez peu, malheureusement. C'est qu'on vit dans une société de plus en plus polarisée sur tous les sujets. Et celui-là ne fait pas exception. On est une espèce de pour ou contre le vélo. C'est absurde, alors qu'il n'y a pas c'est un débat qui n'a pas raison d'être, mais c'est vécu comme tel par plein de personnes. Et j'étais à Paris la semaine dernière. C'est quand même assez... Il y a un climat tendu. Hein. Il y a un climat tendu. Ouais, donc, je n'ai pas de réponse miracle, mais je pense que les réseaux sociaux, etc., polarisent la société et que malheureusement, la transition de la mobilité se heurte à ce problème-là. Bien, je vous remercie pour ces échanges. Je crois qu'il est l'heure de clore nos débats. Donc, je tiens à remercier Dr Florence Galtier et Charles Dassonville pour l'intérêt du débat que vous avez amené. Je tiens à remercier l'ensemble des présents en présentiel ou en distanciel. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il reste donc des places pour les activités qui sont prévues pour la dernière journée de la semaine de la mobilité sur le site de la Gaillarde, puisqu'il y a des activités de gravage de vélo, donc, comme je l'indiquais, de 11h30 à 13h30 à l'espace Philippe Lamour, et qu'il y a un atelier demain qui est animé par le Jubicou qui s'appelle le code de la route, vue du guidon, donc pour reprendre des éléments sur la façon de rouler en sécurité. Donc cet atelier théorique va se baser sur l'échange et vous permettra d'appréhender les bienfaits des pratiques et la façon de circuler en vélo. Donc cet atelier a lieu au bâtiment 11, en salle 204, de 14h à 16h. Vous êtes tous et toutes les bienvenus à cet atelier. Et je vous remercie pour votre participation et j'espère qu'on se verra. Les présentations seront mises à disposition ainsi que l'enregistrement de cette session
et donc seront mis à disposition sur les intranets des sites des partenaires, donc des 4 instituts qui organisent la semaine de la mobilité. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes et à une prochaine animation. Au revoir.